BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille Jérôme Dédéian pour Mon Partenaire Patrimoine. Bonjour Jérôme. Bonjour Cédric. Ce matin, vous nous proposez un sujet familial, celui de la protection de la famille. Et vous nous dites « Famille, je vous aime » et pas « Famille, je vous hais », c'est ça? Exactement Cédric, chez Mon Partenaire Patrimoine, on préfère dire « Famille, je vous aime » avec Luc Ferry. C'est un de ces livres qui faisait évidemment le pendant du « Famille, je vous hais » des nourritures terrestres d'André Gide. Et en fait, ce sujet est essentiel parce que quand on aime bien sa famille, on s'en occupe. En fait, gouverner, c'est prévoir. Et donc, pour bien protéger sa famille, il faut anticiper. Et quelle que soit la configuration de cette famille, puisque la famille classique n'est plus la panacée ou le seul modèle, et il s'agit avant tout de bien développer les bons réflexes patrimoniaux pour protéger sa famille. On fait quoi? Un classement des réflexes, c'est ça? Ou on essaye de voir dans quel ordre on pense aux choses? Exactement, il faut s'y prendre de façon méthodique. En fait, c'est à la fois compliqué et pas compliqué. Montaigne disait « Il n'y a guère moins de tourments au gouvernement d'une famille que d'un État entier ». Bon, donc ça semble très compliqué, mais on peut, en fait, si on s'y prend bien, dans le bon ordre, assez facilement réussir à organiser la protection de sa famille. Il y a en fait 3 gros réflexes à avoir dans cet ordre-là: le civil, l'épargne et la prévoyance. Et si on s'y prend de façon méthodique comme cela, on doit pouvoir s'en sortir. Bon, donc premier réflexe, vous nous dites, c'est le civil. Ça veut dire que, n'en déplaise à ceux qui voudraient qu'on ne célèbre pas le bicentenaire de Napoléon, il faut se référer au Code civil de 1804. C'est pas nouveau. Enfin. Non, alors c'est pas tout jeune, mais enfin il est d'une étonnante modernité, ce Code civil, et il organise les liens familiaux et la protection des conjoints. C'est toute la partie régime matrimoniaux, la protection des enfants, toute la partie qui concerne la progéniture. En fait, en matière civile, on commence par le contrat de mariage, c'est évident. Vous pouvez, en fonction de vos objectifs, décider d'un régime matrimonial qui va correspondre à votre situation. Je vous donne des exemples très concrets pour nos auditeurs. Si vous souhaitez protéger votre patrimoine propre, soit dans l'attente de tests de la solidité de votre couple à ses débuts, soit parce que vous êtes entrepreneur et que vous ne voulez pas que les bonnes ou mauvaises affaires de l'un ou de l'une contaminent l'autre, eh bien, vous allez décider d'être en séparation de biens au moins au début. Si au contraire vous pensez que l'amour c'est l'amour avec un grand A et que pour vous il n'y a pas d'amour possible ou de mariage en dehors de la communauté universelle, eh bien, c'est ce régime-là que vous allez choisir. Évidemment, il y a plein d'autres régimes matrimoniaux, on ne va pas rentrer dans tout le détail. Ce qui est clair, c'est que le régime légal par défaut de la communauté réduite aux acquêts est souvent subi, alors qu'en fait, il n'est pas forcément le plus adapté à la situation des gens. Alors pourquoi? Parce que il nous force à des assistances, on va dire, du juge, du notaire, Alors en fait, ce qui se passe, c'est que à défaut de contrat de mariage, c'est le régime légal qui s'applique. Mais dans la plupart des situations de famille, et notamment pour toutes les familles recomposées ou d'union libre ou avec des enfants de différents lits, etc., ce régime-là n'est pas forcément le plus adapté. Et donc en fait, le passage devant le notaire et parfois le juge pour modifier un contrat de travail en présence d'enfants est absolument obligatoire. Tout le sujet sur ce civil, qui est vraiment fondamental pour la protection de la famille, au sens large, c'est bien de d'abord fixer son cahier des charges personnel, familial, avec toutes les parties prenantes, et une fois que ce cahier des charges est bien formalisé, d'aller voir le notaire pour faire les modifications qui s'imposent. Parce qu'en cours de partie, j'ai envie de dire, on peut changer de régime matrimonial. Alors, on peut changer de régime matrimonial à tout moment. Il y a des règles à respecter, et notamment en présence d'enfants, vous devez obtenir l'autorisation du juge de façon à ne pas léser vos enfants dans votre changement de régime matrimonial, surtout si vous vous êtes remarié sur le tard. Donc, premier réflexe à avoir, c'est ce régime civil, afin de passer à cette paille de fer-là. Voilà, et pour le faire simplement, en fait, vous évaluez vos stocks et vos flux, comme toujours. Vous les projetez dans le temps en vous demandant s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer pour les différents membres du foyer. Vous vous demandez si ce qui peut se passer, s'il arrive quelque chose, compte tenu de la photographie des stocks et de la projection des flux, correspond à vos souhaits et protège bien l'ensemble des membres de votre famille ou de votre tribu que vous souhaitez protéger. Et si ça n'est pas le cas, vous allez faire les modifications nécessaires. Et ça, on fait ça avec qui? Alors vous faites ça avec inventaire des flux. Alors en fait, le plus simple, c'est évidemment de s'adresser à un professionnel, de se faire aider. Et donc vous vous adressez à votre CGP, votre chef d'orchestre, qui va en fait vous aider à écrire votre cahier des charges avec vos mots à vous, et ensuite passage chez le notaire obligatoire. Une fois de plus, il faut travailler en interprofessionnalité. Je reprends votre liste, donc on a parlé du civil. Deuxième chose, l'épargne. Ouais, alors il est rare qu'il n'y ait pas des familles où il n'y ait pas de l'épargne accumulée, surtout au fur et à mesure que la vie se développe. Par exemple, on a 60 millions de contrats d'assurance vie en France, on a 6 millions de PEA, il y a des comptes titres, etc. Et donc cette épargne ou ce stock de patrimoine, en fait, il y a énormément de moyens d'optimiser sa transmission en cas de coup dur.
Voilà. Alors, on peut commencer par la matière assurantielle, tout le monde le connaît. Souvent, on a dans ces contrats d'assurance vie, dans son ou ses contrats d'assurance vie, la clause bénéficiaire par défaut. Vous savez, mon conjoint à défaut, mes enfants nés ou à naître à défaut, mes héritiers. Voilà. Recopier ou cocher. Enfin... Absolument. Et en fait, en travaillant votre clause bénéficiaire, vous pouvez organiser le fléchage, s'il vous arrive quelque chose, des avoirs accumulés sur votre ou vos contrats d'assurance vie, exactement comme vous le souhaitez. Et vous pouvez, en démembrant cette clause, c'est vraiment tout le travail qui a été fait par les civilistes et les spécialistes de l'assurance vie au cours des 10 ou 20 dernières années, en démembrant cette clause, vous pouvez laisser au conjoint survivant des options qui lui permettront de choisir ce qu'il garde et ce qu'il transmet pour éviter qu'il y ait double taxation. Et donc c'est une très bonne façon d'utiliser le stock d'épargne existant pour protéger votre famille. Malgré tout, parfois les contrats, enfin les sociétés d'assurance renacle un petit peu à ces clauses qu'on appelle à tiroir, souvent. Oui, alors vous savez, j'ai un associé qui dit que si les constructeurs automobiles fabriquaient les voitures comme les assureurs gèrent les contrats d'assurance vie, peu de voitures rouleraient. Bon. Alors vous vous heurtez souvent au sujet des départements juridiques des compagnies d'assurance qui veulent absolument avoir aucune responsabilité en cas de conflit, soit fiscal, soit intrafamilial, sur des clauses bénéficiaires travaillées. Et donc le plus simple dans ce cas-là, c'est évidemment de vous faire assister par un professionnel pour rédiger votre clause et de la déposer chez un notaire en indiquant à la compagnie que votre clause est chez le notaire. Ça permet de contourner le juridique des compagnies d'assurance et de faire ce que vous voulez dans des conditions sécurisées. Bon, mais il n'y a pas que l'assurance vie. Alors, il n'y a pas que l'assurance vie, il y a aussi tout le reste du patrimoine financier ou immobilier sur lequel il y a des choses à faire, là aussi, pour anticiper des enjeux de transmission ou bien décider qui récupérera quoi s'il arrive quelque chose. Et en fait, c'est à la fois un sujet de paix familiale. S'il y a par exemple des biens immobiliers qui ont une grosse charge affective, il est plus simple et plus raisonnable pour les parents de décider à l'avance comment ils seront partagés. Sauf à se mettre la tête dans le sable et à ne pas prévenir les conflits entre ses enfants. Et vous pouvez aussi, en utilisant des techniques de démembrement et de donation par anticipation, résoudre le problème et optimiser vos droits de succession. On rappelle que c'est pas parce qu'on en parle que c'est un drame. Hein. Alors absolument, il faut en fait gouverner, c'est prévoir, là encore. Ouais. Et donc la paix des familles mérite que les parents anticipent, surtout si les familles sont compliquées, avec des enfants de plusieurs lits, des remariages, etc. Bon, on parle de famille, on parle de prévoir, et vous me collez la prévoyance en dernier, oui, alors en dernier rang. C'est parce que nous autres professionnels du patrimoine, évidemment, on traite plutôt des familles aisées. Et donc on commence par travailler sur le civil, le stock d'épargne existant ou de patrimoine existant, avant de penser à ce à quoi on pense quand on est jeune, démarrant dans la vie sans patrimoine, et qui est, en cas de coup dur, qu'est-ce qui se passe? Et ça s'appelle la prévoyance. Voilà. Et donc il y a deux grosses façons d'aborder ce réflexe-là. La première chose, c'est de dire, une fois qu'on a traité le civil et le patrimoine, de dire, est-ce que ça suffit si jamais il m'arrive quelque chose? Si ça ne suffit pas, on va regarder tout ce qui existe en garantie de prévoyance, car nous en avons tous. On en a dans notre contrat d'assurance automobile, dans notre multirisque habitation, on en a dans nos assurances crédit si on a des emprunts sur le dos. Et parfois donc, un peu dans notre contrat de travail aussi. Voilà, exactement, une prévoyance professionnelle qui est souvent négligée, et pourtant c'est une assurance sur la vie. On devrait, par exemple, pouvoir travailler la clause bénéficiaire exactement comme pour un contrat d'assurance vie si on s'en occupe vraiment. Donc il faut documenter quand même ce qui existe et regarder si on évalue qu'il y a un gap, un manque de protection. Et dans ce cas-là, on va faire appel à des garanties complémentaires de prévoyance. Il y en a en fait deux grandes sortes, ce qu'on appelle les temporaires d'essai. Donc c'est vraiment, vous payez une assurance et s'il vous arrive quelque chose, une somme d'argent sera versée aux gens que vous aurez désignés. Et puis il y a la fameuse garantie des accidents de la vie qui permet, en cas de coup dur, d'accidents domestiques, etc., de faire en sorte de protéger les membres de la famille. C'est de la prévoyance pure, c'est souvent utile en complément de ce qui n'est pas couvert par le civil et le patrimoine existant. Bon, l'inventaire, il n'est pas tout à fait à la Prévert, mais enfin, on a quand même du contrat de mariage, des tas de produits financiers, de la prévoyance dans son contrat de travail. Enfin, ça fait quand même toute une gamme assez étoffée de questions à avoir en tête. On peut faire ça tout seul ou je suis désolé, mais il faut quand même recommander un certain regard professionnel sur la bonne gestion de sa famille. C'est évident que c'est plus simple de se faire accompagner. En fait, la responsabilité du chef de famille ou de la chef de famille, c'est bien de formaliser son cahier des charges avec ses mots à lui ou elle.
Et ça n'appartient que d'écrire sa situation, sortir tout ce qui existe pour être sûr qu'on puisse en faire l'audit correctement. Ça, c'est la responsabilité du chef de famille, s'en occuper, anticiper pour la paix des familles. Ensuite, se faire accompagner par un professionnel pour auditer tout ce qui existe, identifier les manques, mettre en œuvre les actions correctrices au civil sur la transmission de l'épargne et du patrimoine et sur les garanties de prévoyance complémentaires. C'est évidemment extrêmement utile, ça permet de gagner du temps et souvent de l'argent. Le professionnel, il peut aider aussi s'il n'y a pas une très bonne ambiance dans la famille. Alors, on est souvent un peu psychiatre quand on fait ce métier de conseiller en gestion de patrimoine ou psychologue. En tout cas, il faut être suffisamment fin psychologue pour la paix des familles, mais évidemment... Que tout ne se passe pas toujours très bien. Non, mais le conseiller en gestion de patrimoine peut aider à arrondir les angles. En revanche, il n'a, je vous suis désolé, Cédric, absolument aucun impact ou aucun moyen de limiter l'impact négatif d'une belle-mère acariâtre, d'un beau-père possessif ou d'un enfant ingrat, dans la limite évidemment de la quotité disponible.